Bonsoir Jean-François, sous applaudissements. Jean-François Clairvoy, 3 vols dans l'espace. Thomas Pesquet, un séjour dans l'espace, 196 jours. Personne n'a oublié, vous êtes presque venu pour l'anniversaire de votre arrivée sur Terre. C'est ça. Prenez les micros, messieurs. Et c'était le 2 juin 2017 ou le 3, ça dépend où on était dans le monde. Je crois que c'était un horaire. Oui, une question de décalage horaire, mais il y avait un décalage horaire. En fait, le 2 juin. Voilà. Très bien, donc on va dire que c'était le 2 juin. On vient d'entendre plusieurs élus locaux, j'ai envie de dire, vous êtes aussi tous les deux des locaux maintenant de l'étape, comme on dit en sport. J'aimerais bien que Jean-François Clairvoy, vous nous expliquiez ce qui vous amène régulièrement, en tant que président de Novespace, à être sur ces terres, ou plus exactement sur un aéroport pas loin, et de parler de Novespace que vous présidez. Novespace est une société anonyme de 10 personnes qui est propriétaire et opérateur d'un avion qu'on appelle l'Airbus A310 0G. C'est une filiale du CNES, l'Agence spatiale française, qui est aussi votre agence, qui est un EPIC, donc qui peut faire aussi, qui a des filiales qui peuvent faire du business. Et nous vendons de l'impesanteur, ça veut dire la même chose, nous vendons de l'impesanteur, ou parfois de la gravité réduite, comme cette semaine, à des scientifiques, principalement, mais aussi parfois à des touristes, voilà, des passagers qui, en achetant un billet pour venir vivre l'expérience de l'impesanteur ou de la gravité réduite, d'une ère martienne, eh bien, se font plaisir, deviennent des ambassadeurs de notre activité parce qu'après ils en parlent autour d'eux, et aussi par leur billet, ils contribuent à réduire le coût auquel on facture les vols scientifiques. Cette semaine, c'est une campagne de vols scientifiques. Voilà, donc Novespace, c'est une société qui est vraiment à cheval sur l'aéronautique et l'espace, puisqu'on utilise un avion pour faire de la recherche spatiale. Et nous avons ici un brillant nouveau pilote qui vient d'intégrer notre pool de pilotes qui est qualifié et qui pilote demain et après-demain. J'allais venir, Thomas Pesquet, en février, je crois, sur Facebook, vous aviez posté... vous êtes toujours radieux sur Facebook, on en parlera tout à l'heure si des moments où vous n'avez pas envie d'être radieux, mais vous aviez mis votre bonheur de vous retrouver ici même en Gironde et de dire, ça y est, je suis en train de passer, je vais pouvoir piloter chez Novespace. Et donc, Jean-François vient de le dire, on va vous avoir régulièrement sur nos terres, on dit ça avec beaucoup d'envie, pour piloter cet Airbus. Oui, c'est ça exactement. Alors j'ai envie de dire sur Facebook, tout le monde est radieux, hein, tout le monde est beau, tout le monde est de bonne humeur. Non, mais effectivement, j'ai eu la chance, Jean-François a mis en œuvre cette idée-là. Moi, j'étais pilote d'avion de ligne, en fait, à la base. Là, c'est un avion de ligne qui n'est pas vraiment modifié, il est un petit peu modifié, mais il est quand même globalement... Je précise pour vos passagers, quand vous êtes en ligne régulière, que vous ne faites pas les mêmes figures, parce que là, on est quand même à 50 degrés, à montant et descendant. Il y en a qu'apprécier, j'imagine, mais peut-être pas tout le monde. Il faut les faire avant que le dîner soit servi, oui, sinon ça se passe mal. Non, mais voilà, donc en janvier, j'ai passé ma qualification sur la 310. En février, je me suis entraîné pour faire cette manœuvre si particulière qui est la parabole. Et depuis, j'ai intégré l'équipe des pilotes. On est 7 en France à faire ça, en Europe même, on va dire, parce qu'on est les seuls en Europe quand même à avoir ce moyen, ce laboratoire, parce que c'est de la recherche qu'on fait, voilà, qui est juste ici, à 2 pas, à l'aéroport de Mérignac. Et ce qui me vaut le plaisir une fois par mois à peu près en ce moment, arriver à Bordeaux et puis passer un peu de temps dans les environs. Ouais. Alors j'en précise, profite pour dire à la salle, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de partir avec Jean-François Clairvoy ou avec Thomas Pesquet. Sur le site du festival et sur le site de Sud-Ouest, excusez-moi de faire un peu de publicité, vous pouvez en ce moment tenter votre chance pour partir avec l'un des deux et être un des touristes, comme ils disent, privilégiés. Je veux juste préciser quand même, parce que j'ai lu le règlement, il faut quand même avoir quelques aptitudes physiques et remplir quelques... Enfin, voilà, il y a quelques clauses à remplir, Jean-François peut-être le préciser. On ne peut pas emmener tout le monde quand même en impesanteur. Alors, contrairement à nos collègues américains concurrents, qui font juste signer un abandon de recours, une décharge, et la personne signe, je confirme que je suis suffisamment en bonne santé pour faire ça, mais sans visite médicale. Nous, on demande une visite médicale, mais qui est beaucoup plus simple qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il fallait faire la chambre d'altitude, enfin des tests un peu plus compliqués. Là, vous allez chez votre docteur, votre médecin traitant, avec la checklist qui est sur notre site internet. Si vous allez sur le site R0G, comme une compagnie aérienne, on a créé la marque R0G. Voilà, par contre, c'est la seule qui vous ramène au même endroit sur le même vol. Voilà. R0G.com. Il y a une checklist, vous allez chez le docteur et il vérifie surtout que sur le plan cardiovasculaire, ça va suffisamment bien, et que sur le plan respiratoire aussi, puisqu'il y a des variations de pression. Donc c'est pas, je veux dire, une grande majorité de personnes qui ont envie de le faire le font. C'est très rare qu'une personne soit recalée. Et encore, quand il y a un doute, il y a des examens complémentaires. Mais on a fait voler des personnes
de tout genre, de tout âge, de toutes origines, donc il n'y a pas de souci. Donc tentez votre chance. Avant de vous rencontrer dans ce cadre-là, vous êtes rencontré dans un autre cadre. Jean-François Clairvaux, on les a attendus longtemps, les astronautes français. Ça faisait 10 ans avant que Thomas Pesquet ait la chance d'avoir, je ne sais pas comment il nous dira tout à l'heure, je ne sais pas comment, l'honneur peut-être de représenter en tout cas et de voler. Vous avez participé à la formation, je ne sais pas si vous aimez le mot, on avait parlé ensemble. Comment on peut dire, vous avez entre guillemets été un des coachs de Thomas Pesquet dans sa formation? Alors oui, c'est pas vraiment une formation, mais après la sélection, j'étais jury d'une des étapes, l'étape dite psychologique numéro 2, il restait plus que 200 candidats. Et après, pendant 1 an, on m'a nommé coach, mais c'est un bien grand mot, c'était juste le grand frère qui raconte un peu son expérience pour qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre, à la fois sur le métier, mais aussi sur l'organisation qu'ils intègrent, parce qu'ils sont tout nouveaux arrivant dans une organisation internationale qui est l'Agence spatiale européenne. Donc, en plus, on les envoie en Allemagne. Oui, c'est à Cologne. Le centre des astronautes européens est à Cologne. Est-ce que c'est votre Yoda, Thomas Pesquet, Jean-François? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est vrai que quand on arrive dans ce métier, il y a peu de personnes qui ont eu la chance d'aller dans l'espace, et puis il y a beaucoup de choses, on est entraîné, formé par des gens qui malheureusement ils ne sont pas allés, parce que évidemment il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés, chacun est expert de son système, les gens nous parlent de leur système qu'ils connaissent par cœur, mais ils ne peuvent pas vraiment nous dire comment ça se passe là-haut. Il y a des questions toutes bêtes, où est-ce qu'on fait sécher sa serviette, donc voilà le côté... Je ne sais pas, c'est pas la première question qui me viendrait, mais... Non, mais c'est important pourtant sur le long terme. Mais le côté vie dans l'espace, il s'apprend qu'au contact des gens qui sont déjà allés. Et puis comme l'a dit Jean-François, il n'y a pas que ça dans la vie d'un astronaute. Hein. On passe quand même 95% de notre temps, si ce n'est pas 99%, au sol. Pour ce petit pourcent qu'on passe en l'air, eh ben, il y a aussi beaucoup de choses à savoir pour que la carrière se passe bien. Et à quelques jours d'une équipe de foot, je reviens Jean-François, vous évidemment, on ne le sait pas toujours, mais vous avez des remplaçants. Et vous-même, Thomas, vous avez été remplaçant. Ça veut dire qu'on est prêt à partir, et puis finalement... malheureusement, le titulaire en très bonne santé, tout va bien, il s'envole et vous restez au sol. C'est comme une expérience particulière. Oui, c'est la tradition, ça a toujours été comme ça. Il faut assurer la mission. Hein. Le plus important, c'est pas que moi j'aille dans l'espace en tant que personne, c'est que la mission soit assurée. Donc jusqu'au dernier moment, on est accompagné par une doublure. Alors le but, c'est pas non plus de vous pousser dans les escaliers, ils sont aussi là pour vous aider. Ouais, voilà, mais je vois le tournure d'esprit. Mais non, en plus on est très amis, c'est des gens avec qui on s'entraîne. Et puis vraiment, moi quand je l'ai fait, c'était Andreas Mogensen qui était vraiment un ami très proche. Donc moi, mon but, c'était de l'aider, ensuite de m'occuper de sa famille, une fois que lui était dans la fusée, de les rassurer, etc. Donc ça se fait toujours, oui. Ouais. Jean-François, c'est un modèle que vous connaissez bien? Oui, bien sûr, mais je voulais revenir sur un conseil qui est important, c'est que lorsque vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement excitant, intellectuellement, opérationnellement, c'est que on se satisfait très bien de ne penser qu'à la mission, à se préparer à la mission, du matin au soir. Et je leur disais, pensez à consacrer un peu de temps à penser à autre chose que la mission, à ce que vous voulez faire après. Parce que si vous attendez que les ressources humaines de l'Agence spatiale européenne, qui font bien leur travail en général, mais vous trouvent la position dans laquelle on peut utiliser au mieux les compétences acquises en tant qu'astronaute et dans l'espace, vous risquez d'être déçus, parce qu'ils ne savent pas gérer. Les astronautes ne sont pas faciles à gérer, compte tenu de leur passé, leur expérience, etc. Et donc, il y a des astronautes qui attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et puis d'autres qui pensent à ce qui est intéressant pour leur agence, pour eux-mêmes, pour la société. Et donc, Thomas étant pilote, c'était intéressant qu'ils maintiennent ses qualifications de pilote. C'est motivant pour lui, c'est très utile pour l'Agence spatiale européenne. Il y a des expériences de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui dans notre avion, qui font de la recherche, invités par l'Agence spatiale européenne. Quand vous dites de notre avion, on parle de l'Airbus 0G. Oui, c'est vrai qu'on en parle un peu comme notre avion. Oui. Non, mais je remettais dans le contexte. J'ai bien compris qu'il a eu un rôle de coach. Par contre, Thomas Pesquet, moi j'ai lu l'excellente BD, je crois qu'ici, ceux qui ne l'ont pas lu doivent le faire très vite. Marion Montaigne a écrit une BD sur vous qui, moi, m'a fait mourir de rire et j'ai appris plein de choses. Ça s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. Il y a une expo même qui circule pour les gens qui ont la chance de la voir. Votre vrai coach, en fait, votre Yoda, j'ai envie de dire, c'est Michael Jordan. Alors, ce soir, j'avais envie de savoir pourquoi vous êtes totalement omnibulé par Michael Jordan. J'ai même vu que vous regardiez les matchs de basket en apesanteur. Oui, alors non, il faut pas tout prendre au pied de la lettre dans cette bande dessinée, hein, conseil d'amis. Non, mais c'est le côté... Marion, elle a fait un travail fantastique, hein, tout le mérite de cette BD lui revient à elle et pas du tout à moi. Elle a suivi la mission pendant presque 2 ans, elle s'est énormément documentée, mais il y a une partie qu'elle a un peu imaginée, et c'est vrai que la partie de l'enfance, moi je lui ai raconté quelques histoires, mais elle n'était pas là pour le voir, donc elle a complété avec son humour habituel. C'est vrai que moi je suis super fan de basket,
basket, je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, j'y ai joué, je le regarde. Et donc elle a imaginé ces espèces de conversations entre moi et un Michael Jordan idolâtré que je trouve vraiment très très drôle et très bien vu. Par contre, je faisais pas vraiment ça, je ne parlais pas des posters de Michael Jordan. Mais c'est vrai que dans la station spatiale, on essaye de se relaxer aussi de temps en temps. Hein. Les journées sont longues, on travaille énormément, mais comme on y est 6 mois, il faut aussi se trouver des petits moments de repos. Et moi, ce qui me repose, ce qui me relaxe, c'est de regarder les résultats du basket, parfois même de regarder des matchs. Ouais. Tout à l'heure, les élus insistaient sur la formation, sur le donner envie, etc. Alors, je sais que tous les deux, vous avez eu très envie tout le temps. Je sais que Jean-François Clairvoy nous avait raconté ça avec beaucoup d'émotion il y a 3 ans. Il avait même dit, je ne vais pas trahir ses propos, j'espère, qu'il avait regretté de ne pas faire un vol long. Donc j'imagine qu'il va encore pouvoir le confirmer, qu'il doit aimer, ou qu'il aurait voulu aimer vivre ce que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, quand vous prenez la parole, qu'on a la chance de vous avoir ce soir, et on vous remercie encore d'être là tous les deux, est-ce que vous êtes là aussi pour transmettre un message vers la génération future qui va être des futurs pilotes, des astronautes, et est-ce qu'on a le droit, et est-ce qu'on peut faire rêver les jeunes aujourd'hui avec ces métiers-là? Oui, je pense que c'est une partie du métier qui est pas dans le... Ce qui est drôle, c'est que notre quotidien, c'est extrêmement terre-à-terre, sans mauvais jeu de mots, c'est très technique, on bosse énormément, mais quand on lève la tête du guidon, on rêve un petit peu, on fait un peu rêver les gens. Ça fait pas vraiment partie de la mission au départ, mais c'est une composante importante, moi je pense. Les messages que moi j'essaie de donner, ils sont simples, c'est pareil que Jean-François. Moi je parle beaucoup d'éducation parce que pour moi ça a marché. Moi j'ai rien à y gagner de dire aux gens d'aller à l'école et d'essayer de faire de leur mieux. J'y gagne absolument rien dans cette histoire-là. Mais ça a marché pour moi. Moi je viens d'un milieu absolument normal, j'avais aucun lien avec l'aéronautique et l'espace, tout ça c'était très loin, j'étais dans un petit village de Normandie. Et c'est vraiment par l'école, step by step, comme on dit, que je me suis rapproché de mon rêve. Donc le premier message, c'est ça, regardez, moi j'en suis l'exemple, Jean-François aussi, on peut réaliser des trucs qui ont l'air un peu dingues. Un peu beaucoup même. Ouais, je sais pas, mais bien qu'on soit pas né sur le chemin qui nous y emmène directement, mais il faut se donner du mal, et puis ça commence assez jeune à l'école, ouais, effectivement. Jean-François, par rapport à se donner l'envie, c'est quelque chose qui vous habite encore? Oui, c'est vrai que c'est pas facile de trouver aujourd'hui ce qui nous botte au fond de nous-mêmes. Vraiment ce qu'on a envie de faire de sa vie, parce qu'on est tellement inondé de tas d'informations, de tout ce qui se passe. Avant, on était influencé par nos parents, les voisins, les amis, les cousins. Mais aujourd'hui, pour être cru, quand je parle à des élèves, je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Il y en a un ou deux vraiment qui sentent la vocation. Je parle d'élèves de première, seconde, je veux être médecin, je veux être astrophysicien. Il y en a, ils répondent simplement, je veux gagner de l'argent. C'est-à-dire, quel que soit le métier. Et ça n'existait pas à l'époque. Il y a ceux qui veulent être connus aussi. Alors, oui, il y en a ceux qui veulent il y en a qui veulent être footballeurs, gagner beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est connu que l'espace, l'univers renferme des secrets. Et c'est dès qu'on est un peu curieux, dès qu'on excite la curiosité, dès qu'il y a des grandes personnes qui animent cette curiosité qui est en nous, eh bien, on peut en devenir passionné. Et l'espace est passionnant à tout point de vue. L'astronomie, l'astronautique, les fusées, les satellites, les sondes, les télescopes spatiaux. Moi, quand j'étais étudiant, je voulais devenir télécommandeur de sondes interplanétaires. Je faisais du radiomodélisme quand j'étais adolescent, et pour moi, concevoir des machines spatiales et être capable d'envoyer des commandes qui font qu'à distance, à des millions de kilomètres, elle fait ce que je veux moi, ici, elle le fait là-bas, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai commencé à faire. Et Thomas a commencé à travailler au CNES aussi, d'ailleurs, dans le spatial, après Super Héros. Donc quelque part, tu étais passionné par l'espace, même si je sais que tu avais ta fibre d'envie d'être pilote quelque part depuis longtemps. Juste pour l'anecdote, Thomas Pesquet, puisque Jean-François dit toujours avec beaucoup de passion, il y a quand même un moment, il faut le dire à la famille. Moi j'aimerais bien, il y a des parents ici, ils rêvent tous évidemment d'avoir des enfants aussi brillants que vous, parce qu'on rêve tous de ça quand on est parents, puis vous avez le parcours extraordinaire. Mais il y a quand même un moment, il faut dire à ses parents, droit dans les yeux, j'ai juste un truc à vous dire, c'est que je vais quand même partir dans l'espace, quoi. C'est un moment qui se passe pas facilement quand même. Non, c'est pas un moment facile, c'est vrai que pour la famille, c'est pas une carrière très
family friendly, comme on dit, comme nos collègues américains disent, mais ça fait partie du package. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai des parents extrêmement aimants, j'ai eu beaucoup de chance, je les remercie, mais ma mère est un peu inquiète. Donc déjà, quand j'étais pilote, elle me recommandait de ne pas voler trop vite et de ne pas dépasser les limitations. Ah, ça commençait mal. Donc évidemment, la fusée, ça a été un step un peu difficile. Les 80 à l'heure avec Macron, c'est elle. Ah, je sais pas si c'est elle, mais en tout cas, elle me conseillerait sans doute de les respecter en fusée, ce qui se passerait pas très bien. Mais non, c'est beaucoup de stress. Un lancement, c'est énormément de stress. C'est extrêmement spectaculaire. La terre tremble, ça illumine la nuit, l'air vibre, ça déchire le ciel. C'est vraiment un truc incroyable, un peu de fin du monde. Le voir à la télé, ça rend pas justice à quelque chose d'aussi puissant. Alors quand en plus on se dit qu'au milieu de ce truc, il y a des gens qu'on aime et qu'on connaît, on n'a vraiment aucune idée de savoir comment ils peuvent s'en sortir vivants, parce qu'il y a quand même énormément de flammes, énormément de bruit. Il faut juste rappeler le nombre de litres qu'il y a dans les réservoirs, c'est juste énorme. Ah mais je le sais pas, donc c'est bien, vous avez choisi de m'embarrasser devant tout le monde, ça fait très plaisir. Je pensais que vous l'aviez parce que je ne l'ai pas noté. Vous l'avez pas noté? Je vais le retrouver. Personne là. Alors là, moi que Jean-François, la honte collective. D'accord. Je propose, puisqu'il n'y a pas que le code décollage, il y a aussi tout le travail dont vous parliez, et Jean-François en parlait en disant, et vous étiez terre à terre, on va regarder, en même temps qu'on va se parler, un film, on va vous voir travailler. J'aimerais bien justement, Jean-François, que vous nous expliquiez ce qu'est la démarche des scientifiques que vous êtes, parce qu'on ne va pas dans l'espace pour voler en fait, on y va pour faire des multitudes d'expériences de toutes sortes. Et j'aimerais bien que vous et Thomas après, vous puissiez nous dire quel type d'expérience on mène dans l'espace et pourquoi, parce qu'en fait ce que tout le monde ne sait pas, c'est que vous travaillez pour le bien commun et pour plein de bonnes raisons. C'est important de le rappeler. Je crois qu'on a un film qui va pouvoir l'illustrer, mais on va pouvoir parler pendant que le film se déroule. Jean-François, sur les expériences que vous avez menées vous-même, peut-être c'est intéressant. Alors, il faut bien comprendre que la science ne justifie pas le financement de vol habité, qui reste à un coût raisonnable. Vous savez que votre contribution aux vols habités européens, c'est 1 € par an par personne. Mais quitte à y aller pour des raisons stratégiques, d'image, de développement économique et d'inspiration des jeunes, autant y faire quelque chose d'utile. Et il se trouve que dans l'espace, on peut réaliser toutes sortes d'expériences impossibles sur Terre parce que masquées par l'effet de pesanteur terrestre. Donc, alors, dans les vols courts en navette spatiale, ce sont des vols très intenses. Mon premier vol, c'était étude de l'atmosphère, c'est de la science. Mon deuxième vol, c'était de la logistique, ravitailler Mir, c'était pas de la science. Mon troisième, c'était réparer le télescope spatial Hubble, c'est pas de la science, mais on rend service à la science en réparant un outil scientifique. Par contre, la Station spatiale internationale est un laboratoire de recherche dans lequel tous les domaines de la science sont représentés. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc, Thomas peut nous faire un petit panorama. Justement, donc là, on est dans Proxima. Thomas, vous avez gardé votre micro. Ouais. Alors, je pense que le film, voilà. Vous allez pouvoir nous commenter le film en direct et on est revenu à ça va partir de l'entraînement, mais si je me rassieds, je le vois plus en plus. Mais si on parle de science, juste pour compléter ce que disait Jean-François, il y a aujourd'hui, moi je pense que dans l'ISS, on fait 2 choses principalement. On fait de la recherche et on fait de l'exploration. L'exploration, pourquoi? Parce que, alors on tourne autour de la Terre, hein, on emmène l'ISS nulle part, mais ce qu'on apprend dans l'ISS, qu'on fait dans l'ISS aujourd'hui, ça nous permettra d'aller plus loin. Ça, c'est une partie de notre travail au quotidien que les gens ne voient pas forcément, mais qui est importante. On apprend à maîtriser l'environnement terrestre proche pour pouvoir aller plus loin. On développe les technologies, les opérations, on apprend à voir comment le corps humain réagit. Tout ça, c'est une partie du boulot. L'autre partie du boulot, c'est en fait faire des découvertes en orbite qu'on ne peut pas faire sur Terre. On ne peut pas faire sur Terre parce qu'elles sont masquées par la gravité. La gravité, c'est la chose la plus permanente sur Terre. On peut enlever, on peut changer le pH, on peut changer la température, on peut changer la luminosité, on peut tout changer dans une expérience sur Terre sauf la gravité. Quand on se met dans les conditions d'impesanteur, et là par un timing fantastique, c'est exactement ce que vous voyez derrière moi, ça c'est dans la 310, c'était la 300 d'ailleurs à l'époque, ça date de 2010. Donc ce qu'on fait en retirant la gravité, c'est avoir accès à des choses qui d'habitude sont masquées. Si on pense par exemple à des études sur les alliages, sur les matériaux, et ben, sur Terre tout ça, ça sédimente en fonction de la masse volumique des différents composants. Dans la station spatiale, ça ne se passe pas comme ça. Donc on peut étudier finement ce qui se passe. On ne produit pas des matériaux dans la station spatiale, mais on produit de la connaissance qu'on renvoie dans les laboratoires qui eux font avancer la science. On observe le corps humain pour garder les astronautes en bonne santé, et là, encore une fois, par un timing phénoménal, on voit l'entraînement au corps humain, vous avez vu sans répétition, on voit l'entraînement du corps humain physique, parce qu'on perd de la masse musculaire, de la masse osseuse. Mais ce qu'on fait pour garder les astronautes en bonne santé, ça a aussi beaucoup d'applications dans les sciences cliniques et dans la médecine. Donc c'est un peu ça qu'on fait dans la station spatiale. Comme l'a dit Jean-François, il y a beaucoup d'applications. On n'est pas comme
comme le CERN, où on n'est pas comme l'ARC, qui font de la recherche que dans un seul domaine. Nous, on fait de la recherche dans plein de domaines. Et moi, dans ma mission, j'ai participé, on va dire de près ou de loin, à peu près 200 expériences, dont 60 européennes. Et il y en avait une petite quinzaine qui étaient made in France. Le paradoxe, quand on parlait de santé, c'est que le vol que vous avez fait sur la durée où vous l'avez fait, c'est pas bon pour votre santé. Non, c'est pas bon pour la santé, mais on fait en sorte que ça se passe bien en fait. On a vu l'entraînement physique tout à l'heure, et ben ça nous sert à pas perdre trop de masse musculaire, trop de masse osseuse. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a les radiations, on prend une dose de radiation assez élevée, mais on est protégé du moins le mieux possible. Merci monsieur. C'est bien. Hein. On est protégé le mieux possible, et tant qu'on reste à proximité de la Terre, ça va en fait. Là où ce sera un plus grand problème, ce sera quand on ira un petit peu plus loin. Et les missions Mars, d'ailleurs, un des soucis qu'on a, c'est de protéger l'équipage contre les radiations sur des vols au long cours. Alors justement, Jean-François, quand vous voyez aujourd'hui votre jeune voisin et ami revenir d'un voyage de 196 jours, en pleine forme, prendre la parole ce soir, a priori avoir toutes ses idées en clair et avec garder toute sa compétence, est-ce que vous vous dites qu'on a déjà fait un pas magnifique, mais que celui qui reste à faire, puisqu'on parlait de Mars et on sait que ça fait rêver Thomas, est-ce que vous pensez qu'on est en bon chemin pour y arriver et que nous, génération actuelle, on le verra, ou est-ce qu'il faudra plus de temps? J'aimerais bien avoir après l'avis de Thomas sur ça. Oui, on est clairement plus avancé aujourd'hui qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans. D'ailleurs, Thomas le disait, les expériences orientées sur la physiologie humaine ont une part plus importante aujourd'hui qu'au début de l'ISS, parce qu'on veut préparer les voyages futurs. Donc on sait que si mois ça marche, on sait ce qu'il faut faire pour être prêt à aller sur Mars un jour. On n'est pas prêt aujourd'hui, mais on sait ce qu'il faut faire. Et on va le faire dans le futur. Bien sûr, les radiations, le problème des yeux. Parce que vous savez, dans l'espace, le corps devient extraterrestre. On subit des changements du système osseux, musculaire, urinaire, digestif, cardiovasculaire, vestibulaire, visuel, immunitaire. Si vous montrez un astronaute à des médecins qui ne savent pas que vous êtes astronaute, ils pensent que vous avez peut-être le sida à cause de votre déficience immunitaire, que vous êtes atteint d'ostéoporose. Vous parlez de vous aujourd'hui, Jean-François? Non, non. Quand vous revenez? Ceux qui font des vols de longue durée. Ah, d'accord, ok. Il parle de moi, en fait. Je crois que c'était les séquelles de ces voyages, j'étais en train de dire, mais il est en train de nous faire un tableau dramatique. Mais par chance, ça fait pas mal, et les to-be vous disent, mais il faut les croire, vous savez, c'est pas grave, tu vas tout récupérer, hein, et tu t'en sortiras bien. Et il faut dire qu'il y a un Russe qui a volé 5 fois 6 mois. À chaque fois, il a récupéré son aptitude médicale au vol spatial sans dérogation. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire pour 6 mois. Maintenant, au-delà, il faut continuer, comme Thomas disait, à chercher. Alors Thomas, Mars, si on fait un calendrier rêvé pour vous, aujourd'hui c'est quoi? C'est 900 jours de voyage? Alors aujourd'hui, oui, dans l'état actuel des choses, c'est de ça qu'on parle. Mars, il y a une question de configuration des planètes. Hein. La Terre et Mars tournent autour du Soleil, donc il faut partir au bon moment pour arriver au bon moment. Donc ça c'est vrai. Donc il y a des fenêtres de tir, ouais. Donc ça c'est vrai, ouais. Non, je vous le garantis, ça on l'a vu. Mais donc 300 jours aller, 300 jours sur place pour que les planètes se remettent en configuration et 300 jours retour. Voilà. On pourrait faire 300 jours aller, 1 semaine sur place et 300 jours retour. On pourrait faire ça. Mais ça n'aurait pas un intérêt énorme. Donc on se dit il faut passer un peu plus de temps, on attend la fenêtre suivante, et ben c'est 300 jours après. Et vous aujourd'hui, vous rêvez de voyager 2 fois 300 jours? Alors ça fait 3 fois 300 jours, hein, parce que oui. 300 jours aller sur place, 300 jours retour. Et 300 jours de vacances entre les deux. Oh, ouais, non, c'est pas vraiment les vacances, mais oui, moi j'en rêve, mais moi mon rêve c'est surtout qu'on fasse ça plus vite. Ouais. Il faut voir que si on arrive à voler beaucoup plus rapidement, on solutionne plein de problèmes. On parlait des radiations. Le problème des radiations, c'est qu'on n'est pas protégé par la magnétosphère terrestre, donc on est plus bombardé de radiations. Bon, les doses sont plus élevées, mais si on vole beaucoup plus vite, on y est exposé pendant un temps beaucoup plus court, et du coup c'est à peu près acceptable. Quand on arrive sur Mars, on peut s'enterrer, on peut se protéger, et ça c'est moins un problème, c'est vraiment pendant le voyage le problème. Donc on voit qu'en allant très vite, on solutionne ce problème-là. En allant très vite, on rend aussi la mission beaucoup plus légère, parce qu'on n'a pas besoin d'emmener la logistique, la nourriture, pour un équipage pendant 300 jours. Ça aussi c'est lourd, ça aussi c'est du poids. Et une chose qu'on ne sait pas vraiment faire, c'est la descente sur Mars. Sur Mars, il y a juste assez d'atmosphère pour qu'on ait besoin de s'en occuper. C'est-à-dire que si on n'a pas de bouclier thermique, ça va nous brûler aux vitesses à laquelle on arrive. Mais il n'y en a pas assez pour nous freiner. Il n'y en a pas assez pour descendre en parachute, c'est pas assez dense. Donc c'est juste un problème, mais c'est pas une solution. Sur Terre, c'est une solution. Avec Soyouz, avec la navette, on freine par frottement thermique, et avec Soyouz, on finit en parachute. Ouais. Merci l'atmosphère. Sur Mars, on ne peut pas faire ça. Donc descendre 40 tonnes sur la surface de la Terre, qui est à peu près la masse qu'on a calculée
Bon, comme ça, a priori, pour une mission habitée qui a pour but de revenir, évidemment, parce que le but c'est de revenir, on ne sait pas faire. Si on arrive à diminuer la masse, on saura faire. Donc on voit que la propulsion, c'est une technologie clé qui peut nous permettre de voler beaucoup plus vite et qui rend la mission possible techniquement. Aujourd'hui, et un point à rajouter dont Thomas pourra nous parler, c'est que pour le voyage habité vers Mars, moi je suis persuadé que les premières missions sont des missions qui tourneront autour mais qui ne se poseront pas justement à cause du problème qu'a mentionné Thomas, la difficulté de descendre. Se poser sur Mars, je vois ça plutôt dans les années 40. Mais il faut apprendre à recycler. Vous voyez ça quand, pardon? Dans les années 30, dans une vingtaine d'années, on a le premier vol habité qui tourne autour et qui revient, Apollo 8, remake d'Apollo 8, mais au lieu de la Lune, c'est Mars, et posé plutôt dans les années 40, comme ça, une estimation la plus honnête possible. Mais il faut apprendre à recycler. Aujourd'hui, par procédé physico-chimique, on sait recycler l'urine et le gaz carbonique, et on le fait à bord de la station. Donc Thomas a bu l'eau venant de l'urine recyclée, il a respiré de l'oxygène venant du gaz. De la sueur recyclée, j'ai vu aussi. Oui, de l'urine, de la sueur, de tout, pas dans l'espace. C'est que si on est à Bordeaux, on a meilleur ce soir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des astronautes qui nous posent la question. Ça ne vous pose pas de problème de boire de l'eau qui vient de l'urine de votre collègue? C'est marrant parce que c'est une question qu'on ne se pose pas du tout. Mais il y en a qui la posent. On oublie d'où elle vient, l'eau. Mais donc tout ce qui est physico-chimique, ça marche. Urine purifiée en eau potable buvable, mais aussi en partie électrolysée pour donner de l'oxygène pour respirer, de l'hydrogène combiné avec le gaz carbonique pour redonner de l'eau potable et du méthane, mais on ne recycle pas encore les déchets solides. Ouais. Donc à ce jour, c'est que dans des laboratoires sur Terre, d'ailleurs soutenus par l'Agence spatiale européenne, qu'on apprend à nourrir des rats avec leurs propres sels recyclés, mais là c'est des réacteurs biologiques avec des bactéries, des enzymes, et c'est plus compliqué. Mais il faudra qu'on maîtrise cette technologie de recyclage pour aller vers Mars. Votre regard, justement, Thomas, avec votre envie, je veux dire, vous êtes pressé de le vivre, ça. Donc, est-ce que vous dites, par rapport à ce que vient de dire Jean-François, est-ce que vous imaginez qu'on peut encore gagner du temps et faire avancer plus vite la recherche? On peut toujours il y a toujours des scénarios optimistes, pessimistes, des scénarios réalistes. Moi, je suis à peu près d'accord avec Jean-François, je suis même complètement d'accord. Jusqu'en 2025 au moins, peut-être sans doute jusqu'en 2028, mais avec un peu moins de participation des États et plus du privé, on aura la station spatiale. La station spatiale, on a tous signé jusqu'en 2024, il reste beaucoup de choses à faire. Voilà, et donc beaucoup de recherches. Donc jusqu'en 2024, l'essentiel de ce qu'on va faire, c'est ça. À partir de 2025, le plan actuel, c'est de retourner vers la Lune, de mettre une station elliptique, enfin sur une orbite elliptique autour de la Lune, parce qu'il reste des choses à faire scientifiquement. Sur la Lune, on a fait un saut de puce, hein. On y allait, oui, mais on n'y est pas allé beaucoup. Hein. Donc il reste des choses à faire, et puis surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est répéter les techniques, valider les technologies pour aller sur Mars. Il faut comprendre qu'aller sur Mars, c'est pas anecdotique, c'est un voyage absolument incroyable. Une fois qu'on est parti sur une orbite vers Mars, une fois qu'on est parti, hein, donc pour le voyage de 300 jours aller, si on a un problème le premier jour, la première minute, on ne peut pas revenir. C'est impossible de revenir avant plusieurs mois. Donc avant d'avoir fait ce grand tour, avant d'avoir quasiment fait le tour de Mars et de revenir, donc il va falloir être sûr de tout. De la technologie, des hommes, il va falloir un chirurgien, mais il va en falloir un deuxième pour le cas où le premier chirurgien est malade. Enfin, c'est vraiment le voyage de tous les voyages. Et ça, on ne peut pas juste dire, bah, tiens, on a préparé des trucs au sol et allez, le jour J, on va vers Mars. Il faudra valider tout ça autour de la Lune. Donc ça, c'est entre 2025 et 2030 qu'on espère faire ça. Avec nos partenaires américains, avec aussi les partenariats du secteur privé. Les Elon Musk du monde ont aussi leur part à jouer dans ce projet-là. Et ensuite, après ça, le dernier step de ce projet-là, c'est assembler en orbite lunaire ce qui s'appellera le Deep Space Transport, donc vraiment la structure, le vaisseau, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble, hein, mais qui nous emmènera vers Mars. Et après, on commence les vols Mars. Donc, comme l'a dit Jean-François, 2035, aller un vol autour de la Lune. 2040, on descend des gens. Un tour de Mars, pardon. Oui. 2040, on descend des gens. Il y a quelque chose qui nous échappe, je pense, nous, grand public, observateurs passionnés, c'est pourquoi vous faites la différence entre ce que vous venez de vivre sur cette durée, et Jean-François a déjà dit que ça avait fait beaucoup de progrès, et ce qui vous attend. Alors, je ne dis pas que vous êtes chirurgien, mais on vous a vu tout à l'heure en train d'apprendre à recoudre, à vous soigner, à soigner vos collègues. Pourquoi ce qui est possible dans ce vol, c'est-à-dire que vous êtes multitâche, ne serait pas sur le vol vers Mars ? La grosse différence, c'est que dans la station spatiale, bien qu'on nous demande effectivement de savoir faire pas mal de choses, on a quand même une liaison quasiment permanente avec le sol, le centre de contrôle, par la radio, hein, par une constellation de satellites en orbite géostationnaire qui nous relaie vers le sol.
Donc si on a un vrai gros problème médical, on appelle le SAMU, hein, enfin on appelle les spécialistes, les médecins qui sont au centre de contrôle et qui nous diront quoi faire, on fait du diagnostic avec eux, etc. Si on a un vrai gros problème, on redescend. Dans la station spatiale, on peut, alors je touche du bois, j'espère que ça arrivera jamais, mais on peut interrompre une mission, redescendre tout le monde ou juste une partie de l'équipage, enfin 3 par 3 dans les Soyuz, hein, et en à peu près 24 heures, allez, enfin, une fois qu'on a décidé de descendre, ça va assez vite, mais le temps de tout mettre en place, de préparer, moi je dis qu'entre le gros problème et le moment où les gens touchent le sol, il y a au moins 24 heures, eh ben, on peut être dans un milieu hospitalier. Une mission Mars, ce ne sera pas possible. Hein. Plusieurs mois où on part avec une rage dedans, eh ben, il faut se débrouiller. On déclare l'appendicite le jour 1, il n'y a pas le choix, il faut opérer avec les moyens du bord, on ne peut pas attendre, revenir, ça ne marche pas. Est-ce que l'empressement que vous avez, la motivation que vous avez à aller vers cette nouvelle planète, c'est pour préparer la suite? Est-ce que vous faites partie des très sceptiques ou des très pessimistes et qui vous dites aujourd'hui, il en a parlé Jean-François tout à l'heure, et je sais que vous aussi vous en parlez, c'est cette fameuse, alors vous allez le dire mieux que moi, cette petite couche qui nous protège autour de notre belle Terre aujourd'hui, qui est de plus en plus fine. Est-ce que vous dites que l'urgence, c'est justement qu'on aille trouver un endroit pour peut-être vivre mieux, ou en tout cas parce qu'on ne pourra plus vivre sur Terre? Quel est votre regard sur justement, on va dire, la fin de la vie sur Terre, tout bêtement? Non, ça c'est à très long terme. Je pense que, vous savez, on dit les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. C'est vrai que s'ils avaient appris à vivre ailleurs, ben, il y aurait des dinosaures quelque part dans l'univers. Mais on a le temps pour résoudre cette question. On a des milliers, des centaines de milliers d'années. Donc on ne va pas aujourd'hui vers Mars pour résoudre un problème de la Terre devenue invivable. Non, on y va parce qu'on est porté par la curiosité, par la quête de connaissances, d'où l'on vient, où l'on va, est-ce que la vie existe ailleurs? Aujourd'hui, nos sondes interplanétaires, nos télescopes spatiaux, les sondes ExoMars qu'on a lancées il y a 2 ans de l'ESA, le robot qu'on lance dans 2 ans, recherchent des traces de vie passée ou de vie présente. On recherche la réponse à cette question fondamentale, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ou pas? Votre avis là-dessus, justement, Jean-François? Alors, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de conviction. Je préfère l'idée qu'on n'est pas seul, mais je ne sais pas du tout. Mais c'est Hubert Reeves qui dit l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Donc chacun peut préférer la réponse qu'il préfère. Je ne sais pas ce que tu préfères, l'idée qu'on est seul ou pas seul. Mais... Vous en pensez quoi, toi? Non, moi je suis comme Jean-François, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul. Je me dis qu'on découvre des nouvelles exoplanètes tous les jours, hein, aujourd'hui, qui sont malheureusement extrêmement loin, on ne pourra pas les atteindre, on ne pourra pas les atteindre pendant des centaines et des milliers d'années, mais certaines ont des bonnes conditions pour que la vie telle qu'on la connaisse soit développée. Et ben, on ne peut pas le savoir, mais moi je pense que c'est pas impossible. Donc c'est juste réaliser des expériences qui sont trop compliquées avec des robots. Vous savez que sur Apollo 17, ils sont 2 sur la Lune avec une Jeep. En 3 jours, ils parcourent 30 km. Il a fallu 10 ans, pas 3 jours, 10 ans au robot américain Spirit Opportunity pour parcourir la distance équivalente sur Mars. Donc les robots, on les envoie d'abord pour voir ce qu'il y a, pour trouver le meilleur endroit où emmener un jour des humains, des hommes et des femmes. Et puis quand on s'apprend, on le fera, parce qu'au passage, ben, ça fait partie de notre destinée d'humain, d'explorer et d'y aller quand on peut. Pourquoi aller vers la Lune? Parce qu'elle est là, c'est tout. Donc on n'y va pas tant qu'on ne peut pas, puis le jour où on a la fusée à Saturne V et Apollo, ben, on y va. Mais je pense que c'est important de dire effectivement que il y a pas Mars, c'est pas le plan B de la Terre, hein. C'est pas bon bah voilà le jour où ça ira mal, de toute façon on y travaille. C'est ma planète de remplacement. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça dans 50 ans, de toute façon on pourra tous se barrer. Non, ça marche pas comme ça, et si quelqu'un vous dit ça, il faut pas le croire. Hein. Donc ça c'est pas vrai. Comme l'a dit Jean-François, on n'y va pas pour avoir un backup. On y va pour répondre à des questions compliquées. D'où vient la vie? Est-ce que la vie peut disparaître? Qu'est-ce qui s'est passé sur Mars? Est-ce que ça peut se passer sur la Terre? C'est quand même intéressant de le savoir. D'où tout ça provient, parce qu'on ne sait pas trop quand même, la soupe originelle de la vie, d'où tout ça est arrivé. On a quand même plein de gros points d'interrogation. Mais tout ça, ça n'empêche pas de s'occuper de la Terre. Et d'ailleurs, aux gens qui, je pense, nous reprochent, ils disent mais pourquoi vous iriez sur Mars? Il y a tellement de choses à faire sur Terre. Ben oui, il y a tellement de choses à faire, mais on les fait quand même. C'est les agences spatiales qui sont en tête de ligne de la lutte pour la protection de la planète. Hein. C'est les agences spatiales qui observent, qui fournissent toutes les données. Sans ça, on peut absolument rien faire et rien conclure. Donc oui, c'est important, c'est extrêmement important. Ça n'empêche pas non plus, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Hein. Il faut s'occuper du présent, il faut quand même s'occuper un petit peu de l'avenir. Et l'avenir, c'est aussi... Alors j'avais sorti le scénario catastrophe tout de suite, on va revenir à un scénario intermédiaire, c'est-à-dire pas à la fin de la vie sur la planète Terre, mais en tout cas, Thomas, vous êtes parti
tout le monde l'a su en tout cas, avec un document qui concernait la protection de notre planète. Vous êtes partis avec les accords de Paris, donc il y a quand même un regard, tous les deux, vous l'avez ce regard. Il l'a dit tout à l'heure, Jean-François, il va revenir, mais quand vous la regardez, cette planète comme nous, on la verra jamais, en tout cas on la voit de plus en plus, et merci encore, toutes les photos, vous avez vu un instant avec un appareil photo, Thomas Pesquet, vous avez d'ailleurs fait une très belle photo de la Garonne et de ses méandres autour de Bordeaux, qui je pense a ravi tous les habitants de ce département. Je reviens à ça. Aujourd'hui, le rôle des astronautes comme vous, est-ce qu'il est aussi de sensibiliser à la protection de notre environnement ici, sans parler de Mars, ou est-ce que c'est pas votre vocation? Je pense qu'il y a une question de sensibilité personnelle, ça fait pas vraiment partie de la mission de partager les vues qu'on peut avoir depuis la station spatiale. Hein. C'est pas, on a un programme scientifique qui nous occupe toute la journée. On est libre, évidemment, dans notre temps personnel de faire ça, de prendre des photos, de les partager. Mais il faut quand même bien noter qu'il n'y a pas de temps qui est dédié à ça à bord de la station spatiale, donc tout le monde ne le fait pas. Moi, j'ai choisi de le faire déjà dans la station spatiale, on a les moyens de le faire. Hein. On a des fenêtres panoramiques, des appareils perfectionnés, et puis le temps, le dimanche, le faire par rapport aux missions de navette qu'a connu Jean-François, qui allait très très vite, où il y avait assez peu de temps au final pour ça. Donc moi j'ai eu le temps de le faire, j'ai choisi de le faire parce que ça me parlait, parce que quand on voit ce spectacle-là, on a envie de le partager. Et ça, c'est vraiment une constante, de parler de changement climatique, de fragilité de la Terre. On peut le faire, tout le monde peut le faire au sol, hein. On peut lire des rapports, on est capable de comprendre avec notre cerveau qu'une augmentation de plus de 2 degrés, ça fait monter le niveau de la mer, etc. Tout ça, les gens le comprennent bien, mais c'est difficile de le ressentir. Quand on est, et nous, ce qui nous parle, on est humain, on est profondément sentimentaux comme animal. Donc ce qui nous parle, c'est vraiment les choses qu'on ressent, et pas les choses qu'on comprend théoriquement avec son intellect. De le voir depuis l'espace, on le ressent physiquement, c'est là, c'est devant nous, on le voit avec ses yeux, on observe un petit peu comment ça se passe, on voit l'immensité du vide spatial où il n'y a absolument rien, et puis la Terre comme une oasis un peu perdue là-dedans, et ça donne une perspective complètement différente. Ici, c'est dur en fait, de prendre un peu de recul et de lever le nez de la feuille, parce qu'on est dessus, parce qu'on évolue au ras du sol, d'avoir la chance, parce que c'est une chance, hein, un privilège d'aller à 400 km d'altitude, ça permet physiquement de prendre ce recul, et rien que ça, c'est un truc un peu bête, hein, c'est du recul physique, c'est aussi bête que ça, et ça fait une prise de conscience assez profonde en fait. Je vais continuer avec Jean-François tout à l'heure, mais je veux qu'on profite des images, je vous interromps à faire un petit intermède. Je crois que ça a fasciné le monde entier, et là on est quand même avec vous, c'est vous qui êtes dans la combinaison, vous avez fait une sortie, vous dites extra véhicule ou extra, je sais plus comment on dit pour le traduire en français, extra-véhiculaire. Ça fait fantasmer tout le monde, en même temps ça fait peur. Jean-François a cité tout à l'heure très spontanément Gravity. Je pense que tous ceux qui l'ont vu pensent qu'à un moment, malheureusement, Thomas Pesquet peut être embarqué très loin de ce vaisseau. Est-ce que vous, quand vous vous jetez, puisque je sais qu'on sort par le bas, quand vous jetez dans l'espace, est-ce que vous pensez à ce risque? Alors là c'est pas moi, parce que là c'est moi qui filme en fait, hein. Donc là c'est Jack Fisher de la NASA. Mais moi j'ai eu la chance de faire 2 sorties. Effectivement, c'est des sensations incroyables. Déjà, c'est comme faire de l'escalade en armure, hein. Vous avez vu, les mouvements sont difficiles. Le scaphandre pèse 175 kg à peu près. Alors, on n'a pas à le porter, évidemment, on est en apesanteur, mais quand même, en termes d'inertie, de volume de travail, c'est compliqué. Et puis on est suspendu en fait, la station tourne autour de la Terre à 28 000 km/h, nous on est accroché à la station spatiale, mais quand on regarde et qu'on voit ses pieds qui pendent dans le vide, en dessous il y a 400 km de vide, et puis il y a ça ferait ça dans le cerisier en ce moment, vous voyez, quand vous êtes dans le cerisier, vous voyez vos pieds au-dessus du vide, c'est un peu plus haut, c'est tout. Ouais, mais c'est le même principe que le cerisier, c'est juste un super grand cerisier en fait, hein. Ma deuxième sortie, j'étais en haut de la station spatiale, là, sur une plateforme accrochée par les pieds, et j'avais la sensation qu'elle grinçait en fait, elle bougeait un petit peu, il y avait un peu de jeu mécanique, donc j'étais accroché par les pieds au-dessus du truc, au-dessus de la station spatiale, je voyais en dessous, et puis encore en dessous la Terre qui défilait, et puis dans ma tête ça grinçait, alors ça grince pas, il n'y a pas de son dans l'espace, hein, mais dans ma tête je m'imaginais que ça grinçait un peu à droite à gauche, et ouais, il a fallu un peu de quelques minutes pour s'habituer. Sur cet espace, à ce moment où on se lance justement, de jour comme de nuit, parce que je sais qu'il y a des sorties de jour et des sorties de nuit, ça paraît incroyable, mais il y a aussi nuit et jour là-haut, on pourra en parler. Qu'est-ce qu'on cherche en premier? On cherche le repère, on cherche la poignée, c'est quoi le réflexe? Parce que vous disiez on reste des hommes, mais même là,
Ouais. Alors il y a des sorties, alors 2 jours de nuit c'est la même, hein, c'est juste qu'une sortie ça dure 6-7 heures, et pendant 6-7 heures on fait plusieurs fois le tour de la planète, donc on passe du jour à la nuit. Alors ce qui est drôle, enfin sans l'être, c'est qu'on a très chaud quand on est côté soleil, on a très froid quand on est côté non illuminé. La température en surface de la combinaison ça passe de plus 150 à moins 100 degrés à peu près, donc on a un système de contrôle thermique. Et voilà, de nuit en fait on a des repères proches parce qu'on voit rien, c'est comme la plongée de nuit, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais on a un champ de vision très restreint. Parfois on se perd, hein, parce qu'on arrive toujours sur Terre, c'est facile, on passe les portes toujours dans le même sens. Mais nous, on peut passer les portes, on va dire, à l'envers ou dans n'importe quelle orientation. On arrive dans un site de travail et puis on tourne plusieurs fois et puis au bout d'un moment, on ne sait plus par où on est arrivé. Parce que tout se ressemble, hein, c'est un espèce de labyrinthe mécanique, comme un gros Lego technique. Donc c'est facile de se perdre, il faut faire attention, on a des repères, on a une longe qui nous ramène. Toutes les poignées sont numérotées, on a le centre de contrôle qui ont tout préparé minutieusement, qui nous déroule la procédure à la radio. 2 jours, on a un peu plus de recul, donc on peut prendre des repères un peu plus loin. Mais c'est vraiment une espèce de partie d'escalade, un peu de cache-cache en 3 dimensions là, dans une armure, avec beaucoup de vide. Voilà, ça passe à la meilleure. C'est marrant parce que lors de l'interview où j'étais dans le jury et en face Thomas, j'avais imaginé des scénarios de dilemme et de colle, et le scénario que j'avais donné à Thomas, c'était un scénario dans lequel il était en EVA avec un dilemme entre sauver sa peau ou sauver celle de son collègue, avec un peu moins de chance de s'en sortir. Mais il a choisi d'aller sauver son collègue. C'est parce que je l'aimais bien. Bon, c'était un peu évident si vous dites je pense qu'à moi. Mais ce qu'on ne voit pas sur le scaphandre, mais qui est sympa du côté américain, il y a un scooter intégré dans le scaphandre. Donc s'il se détache, hein, t'aurais pu créer la situation. On a une petite poignée. Alors déjà, on est toujours attaché, hein, non pas au moins une, mais deux sécurités. Si jamais on devait perdre tout ça, on a une petite poignée qui déploie un petit module de contrôle. Et on peut propulser un peu le scaphandre. Alors on n'a qu'une chance, hein. C'est pas comme dans Gravity où ils tournent des heures et des heures, ils vont sur la station chinoise, ils se baladent, ils profitent du pays, etc. Ça c'est pour plus tard. Nous on a juste une chance, en fait on arrête la rotation, parce que si on se détache on va parler des choses qui font un peu peur, mais si on se détache de la station spatiale, et qu'on part, on va dériver infiniment, enfin jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'oxygène. Malheureusement. Votre mère n'est pas là, on peut parler de ça tranquillement. On peut en parler. Et si on commence à tourner, si on a une rotation, on ne pourra jamais l'arrêter. Hein. Ouais. C'est pas comme en parachutisme, par exemple, quand on tombe, on a des appuis sur l'air. L'air exerce une réaction avec la vitesse qu'on a, donc on peut s'orienter. C'est comme ça que les gars arrivent à faire des figures incroyables. On peut arrêter une rotation, ça s'arrête toute seule même. Nous, si on partait avec une rotation initiale, eh ben, on tournerait indéfiniment en s'éloignant de la station spatiale jusqu'à ce qu'on ait plus d'oxygène. Donc on a quand même 8 heures d'oxygène, c'est un petit peu long pour tourner. Mais voilà, donc on a quand même ce petit scooter, ces petites propulsions qui permettraient d'arrêter d'abord la rotation, ensuite de se retourner vers la station spatiale. On a une impulsion pour revenir, un petit peu de correction, et il faut essayer de revenir assez rapidement. Alors ça n'arrive pas en vrai, hein, on s'entraîne juste à ça en réalité virtuelle. Jean-François, il disait qu'enfant, il avait déjà imaginé peut-être ce qu'il ferait. Vous avez, alors pas fait des sorties comme ça, mais vous avez piloté un bras qui permettait de réparer du matériel. C'est une autre aventure, mais qui est extraordinaire aussi, c'est de se dire je suis très très loin de la Terre et je suis en train de faire des actes. Ouais, j'étais le chauffeur de mes collègues, puisque dans mon 3e vol, le télescope spatial Hubble, c'est un télescope, donc il y a l'avantage, en étant hors de l'atmosphère, de voir des signaux qu'on ne capte pas sur Terre, parce que l'atmosphère arrête certains signaux lumineux envoyés par les étoiles. L'autre avantage, c'est comme il n'est pas lié à la Terre, on n'a pas besoin de fermer la porte régulièrement le jour. Donc on peut avoir des expositions très longues de plusieurs centaines d'heures d'affilée, et c'est comme ça qu'on voit que dans l'univers, il y a beaucoup plus de galaxies que ce qu'on pensait. C'est de l'ordre de 100 à 200 milliards de galaxies. Chaque galaxie, c'est 100 à 200 milliards d'étoiles. Ça fait 40 000 milliards d'étoiles dans juste les 5% de justement votre niveau de maths à tous les deux pour comprendre de quoi on parle. Hubble, c'est vraiment un télescope mythique parce qu'il nous a permis cette connaissance. Mais donc, il est en mode survie, en tournant sur lui-même, parce que les gyroscopes, c'est des petites toupies qui aident au pointage. Donc, on s'est approché. Après, en pilotant le bras robotique qui ressemble à un bras humain, avec une épaule, un poignet... Ça, c'est vous qui pilotiez, je le rappelle, Jean-François. Oui. Ce bras robotique, oui. C'est pilote ça. C'est le Canada qui fournit, comme celui de la station d'ailleurs. Donc, j'ai attrapé le télescope, je l'ai fixé dans un berceau dans la soute. Après, je suis allé chercher un cale-pied. Je l'ai fixé, je l'ai amené devant le sas. Le collègue en scaphandre, comme toi, ouvre le sas. Oh, il y a un cale-pied, il met les pieds dedans. Et après, Billy Bob, c'était mon surnom à la NASA.
parce que les Américains ne savent pas prononcer Jean-François. Amène-moi vers la baie numéro 9, déplace-moi de 2 pouces à gauche, un pied vers l'avant, 10 degrés de roulis à droite, 20 degrés glacé à gauche. Et donc pendant 8 heures d'affilée, 8h30, les sorties ont duré plus de 8h30, c'était dans le télescope derrière. Donc c'est de la mécanique, c'est pas du travail scientifique, c'est du travail de plomberie, d'électricité, d'informatique. Mais à la fin, on a relâché, le jour de Noël, on a relâché Hubble, les contrôleurs au sol ont envoyé des commandes, on attendait, 100% de nos 13 travaux de réparation étaient impeccables, donc le télescope est reparti pour encore des décennies, puisque c'était en 99, donc il y a 19 ans, et il est encore parfait. Donc, vos 2 sorties extravéhiculaires, durée de chaque sortie? Alors la durée de chaque sortie, la première c'était encore un truc que je ne sais pas exactement, mais la première c'était de l'ordre de 6h30, et la deuxième aussi, peut-être un peu plus. Voilà, la première on a fini plus vite que ce qu'on avait prévu de faire. On a fait, à chaque sortie extravéhiculaire, il y a un programme qui est écrit, c'est vraiment une chorégraphie qui est dictée par le sol. On a tout répété en piscine, des dizaines de fois on s'entraîne en piscine pour les sorties extravéhiculaires. Et on a aussi une liste de tâches qu'on peut faire si jamais on est en avance. Donc nous on avait fini la liste de tâches principales, pardon, on a fait la liste de tâches de backup, on va dire, et on est rentré un peu en avance. J'ai même eu le temps de prendre quelques photos pendant la première sortie, beaucoup moins pendant la deuxième sortie, parce que là on était moins en avance. Donc, la durée normale, c'est 6 heures. Là, elles ont duré plus longtemps. Nous, dans le cockpit, on se posait très sérieusement la question, pas inquiet, mais un peu tendu, est-ce qu'on leur demande de rentrer parce qu'ils arrivent proches de la limite des ressources en oxygène, électricité, de la batterie, de cartouches chimiques, d'absorption du gaz carbonique de leur scaphandre, ou est-ce qu'on les laisse terminer leurs tâches sur le télescope? Parce que si on les fait rentrer avant qu'ils aient refermé les portes du télescope, il est foutu. Donc, et on a dépassé 8 heures à chacune des sorties, c'était limite. Hein. Ouais, on est proche de la limite du scaphandre. Voilà. Physiquement, quand vous rentrez à ce moment-là, que vous enlevez le scaphandre, vous êtes comment? Vous êtes épuisé comme un sportif qui a fait une grande... Je sais que vous courez beaucoup parce que vous êtes obligé de vous entraîner physiquement, etc. Mais comment on est physiquement? Non, on est éreinté, ouais. Alors le scaphandre, il faut voir que donc il est pressurisé, il est à 1/3 de la pression atmosphérique au sol, mais d'oxygène pur. En fait, on ne pourrait pas être à une pression d'1 atmosphère parce que ça ferait trop une différence de pression, c'est une force. Hein. C'est pour ça que les sous-marins sont en métal rigide, etc. Donc nous, on a la pression à l'intérieur, le vide à l'extérieur. Pour que le scaphandre soit mou et qu'on puisse le manipuler, on a diminué un peu la pression, mais il y a quand même une force, une certaine rigidité de l'ensemble. Donc quand on déplace ce scaphandre, c'est un travail du haut du corps, des épaules, des bras essentiellement. On sert assez peu des pieds, sauf justement pour s'arrimer dans des plateformes et être manipulé par le bras robotique ou des choses comme ça. Mais ça dure, donc c'est 6 heures d'effort du haut du corps. Il faut voir que pour fermer le gant aussi est pressurisé. Si vous soufflez dans un gant d'hôpital, la position de repos c'est comme ça. Donc chaque fois que vous voulez fermer la main, c'est un peu comme écraser une balle de tennis en fait. Donc on est toujours en train de manipuler, Jean-François parlait de plomberie, d'électricité, etc. Donc ça nécessite d'utiliser des outils, de faire parfois du travail assez précis, d'ouvrir des portes, fermer des portes, accrocher des trucs, démonter, remonter, visser, dévisser. Donc tout ça c'est beaucoup de manipulation avec les mains, avec cette espèce de résistance qui est d'écrasement de balles de tennis. C'est difficile pour les épaules et pour tout le haut du corps. Quand on revient, moi ça me faisait l'équivalent d'un combat de judo en fait. Après un tournoi de judo, on est aussi un peu dans cet état-là, on a un peu mal partout, on est un peu fatigué, mais on est content, enfin si on a gagné, on est content. Là c'était un peu pareil, on est revenu, on était un peu euphorique, on était ravis, tout s'était bien passé, on avait rempli toutes les tâches. Ils nous avaient préparé des choses à manger à l'intérieur, très sympathiquement, nos collègues qui nous attendaient. Allez, faites-nous rêver, qu'est-ce qu'on mange quand on fait une fête alors? on mange plein de choses, on mange de la nourriture américaine, russe. Oui, mais sous quelle forme? Européenne. Et c'est beaucoup, alors nourriture russe, beaucoup en boîte en fait. Ouais. C'est juste des boîtes de conserve toutes bêtes. Il y a quand même des conditions, il ne faut pas que ça soit trop liquide parce que sinon ça vole. Ouais, au-dessus de la table, il y a des taches sur le plafond au-dessus de la table. Capitaine Haddock, c'est vrai. Alors le whisky qui part en bulle, tout ça, c'est... Tout part en bulle. Enfin, c'est même plus que c'est moins clean que des belles bulles bien rondes. Hein. Bon, il faut faire attention. Du riz, par exemple, c'est un peu problématique parce que les grains s'envolent, donc il faut de la sauce, il faut du liant.
On a de la nourriture lyophilisée, mais pas tant que ça en fait. Les gens pensent principalement lyophilisée, mais on n'en a pas tant que ça. On a de la nourriture irradiée, alors ça fait pas rêver, mais comme disent les Américains, c'est de la nourriture qui est traitée par radiation et qui peut se garder assez longtemps. Et on a, pour chaque mission européenne, de la nourriture du pays d'origine de l'astronaute. Donc moi j'ai eu la chance d'emmener de la nourriture Alain Ducasse qui avait été développée pour mes prédécesseurs, hein, et nous en plus pour ma mission on a eu quelques plats faits par Thierry Marx en fonction de choses que je lui avais dites, des choses que j'aimais bien quand j'étais petit. Qui est venu tester dans l'avion 0G d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je me rappelle de ça. Voilà, donc on mange bien, non, on mange plutôt bien dans la station spatiale. On perd des kilos, mais c'est parce que, je crois que c'est parce que on arrive à satiété assez rapidement. Parce que la nourriture flotte dans l'estomac, c'est aussi bête que ça. Et du coup, on a l'impression d'être plein assez rapidement, puis on a peut-être moins d'appétit, je sais pas, mais du coup, les gens ont tendance à perdre du poids. Merci, franchement c'est magnifique ce que vous racontez tous les deux. J'ai interrompu tout à l'heure notre petit chapitre protection de notre belle planète Terre, et Jean-François, je vais revenir vers vous, parce qu'on aurait bien entendu Thomas nous en parler. Je suis désolé de faire référence à ce qu'on s'était déjà dit, Jean-François, qu'on s'est déjà vu. Et je sais que vous aimiez dire, alors est-ce que c'est encore le cas, que la Terre, vous n'aimez pas dire que la Terre est fragile, vous préférez dire que c'est nous qui sommes fragiles. Hein, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les dinosaures. Expliquez-nous un petit peu ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure dans l'entrée, vous vous inquiétez, ou en tout cas, vous surveillez cette couche d'atmosphère autour de la planète. C'est vrai que quand on veut parler rapidement, on dit la Terre est fragile, la planète est fragile, parce qu'on comprend ce que ça veut dire tout de suite. En fait, si on creuse un petit peu, quand on voit les volcans, les ouragans, la forme des montagnes, la chaîne de l'Himalaya, on ressent la tectonique des plaques sur laquelle on a des cours. On a des cours de géographie, des cours de géologie, même si on n'est pas sur le terrain, mais pour comprendre ce qu'on voit visuellement. Et moi, la Terre m'a apparu puissante, comme être géologique, climatique, indépendamment du vivant. Quand vous voyez un ouragan qui fait plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, Florence, dans mon premier vol, l'ouragan Florence, qui a traversé l'Atlantique, 800 km de diamètre, avec un œil au milieu, et puis la nuit on voit les éclairs qui illuminent de l'intérieur, c'est vraiment, on ressent de la puissance. Mais quand on regarde effectivement la couche de l'atmosphère sur sa tranche, sur le côté, à l'horizon... Expliquez-nous cette histoire de tranche. Tous les deux, vous parlez de ça régulièrement, mais je comprends pas comment on va bien. L'atmosphère, c'est une couche de gaz. Donc quand on la regarde vers le bas, notre regard traverse quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur de gaz, et on voit à travers. Mais quand on regarde l'horizon terrestre, la limite entre ce qui est Terre et ce qui est cosmos, on voit la couche de gaz, non pas par le dessus, mais par le côté, ce que j'appelle sur sa tranche, sur le côté. Et on constate que, relatif à la taille de la planète, c'est une couche de gaz qui est extrêmement mince. À l'échelle d'un globe terrestre, comme vous mettez sur votre bureau ou à la maison, parfois de 30 cm de diamètre, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. Et c'est là qu'on se dit que c'est incroyable que cet équilibre qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule le cycle de l'eau, de la température, maintient l'eau liquide, un équilibre entre eau liquide, eau vapeur, eau glace, est là depuis très longtemps. Et c'est grâce à cet équilibre que nous sommes là, notre espèce. Donc, en réfléchissant un petit peu au deuxième degré, c'est notre écosystème, c'est nous, le vivant dont nous faisons partie aujourd'hui, donc les humains, les plantes, les animaux, qui sommes fragiles, parce que nous dépendons de cette couche de gaz extrêmement fine. Donc quand on survole des zones très industrialisées, et on voit des panaches de fumée jaune qui sortent des usines et qui se voient à des centaines de kilomètres ou milliers de kilomètres, on se dit la Terre est un vaisseau spatial. Ça, c'est quelque chose qui frappe. Pour compléter ce que disait Thomas, ce qui nous sensibilise particulièrement, c'est que on voit que la Terre est finie. On le sait, mais on le voit, on voit les limites. Et en plus, elle est finie sur fond du noir vide infini de l'univers. On ne voit pas les étoiles si on ne cherche pas à s'adapter à l'obscurité. On la voit comme dans le film, on voit la Terre, et à côté, c'est du noir. Et comme on ne voit rien, on se dit, il n'y a que nous, il n'y a rien. Elle est finie. Elle est donc limitée, elle est unique dans sa beauté, parce que le Soleil et la Lune ne ressemblent pas du tout à la Terre, dans le champ de vue, et on la compare à un vaisseau spatial. Et quand on compare à un vaisseau spatial, qu'est-ce qui différencie un vaisseau spatial habité d'un vaisseau spatial non habité? C'est une chose, c'est le système de support-vie. Il n'y en a pas besoin quand il n'y a pas d'humains dedans, mais quand il y a des humains, il faut un système qui fournit l'oxygène, absorbe le gaz carbonique, régule l'humidité, le cycle de l'eau, nourrit l'équipage. C'est ce que fait l'océan pour le vaisseau spatial Terre. Quand on étudie un petit peu, c'est amusant intellectuellement de faire la comparaison
de la Terre à un vaisseau spatial, et nous sommes tous membres d'équipage, pas passagers qui attendent qu'on s'occupe de lui, membres d'équipage avec une responsabilité dans la conduite du vaisseau spatial. Et conduire un vaisseau spatial, ça consiste d'abord à savoir comment il marche, après comment l'utiliser, et recycler au maximum pour vivre le plus longtemps possible. Et donc quand on part, on est un vaisseau spatial, et l'Agence spatiale européenne est l'agence spatiale championne du monde en nombre de satellites Earth Explorers. C'est comme ça qu'on appelle la famille de nos satellites dédiés à l'étude de comment fonctionne le système vaisseau spatial Terre. Les glaces, les océans, la salinité, l'atmosphère, la végétation, l'humidité, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend mieux à comprendre notre planète. Vous êtes des militants finalement de la protection de la Terre. Là tout à l'heure on m'a dit non, c'est pas notre vocation, etc. Mais là votre discours c'est un discours de militant, je recycle, je la protège. Enfin, Thomas tout à l'heure disait aussi qu'il avait un devoir. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On a peut-être la responsabilité d'avoir été mis dans cette position justement d'observateur, de témoin. Ça donne une responsabilité mais personnelle, moi je trouve, d'en parler, d'expliquer, comme le fait très bien Jean-François, quels sont les tenants et les aboutissants de notre position sur Terre. Après, moi je pense qu'on a quand même tous la responsabilité de s'en occuper. Le parallèle avec l'équipage du vaisseau spatial, il est vrai, il est réel. On est tous membres d'équipage, on n'est pas juste là en croisière pour passer du bon temps, on est là aussi pour s'occuper du vaisseau, pour que le voyage dure un peu plus longtemps, pour aller un petit peu plus loin, parce que sinon ça va s'arrêter très vite cette histoire-là. Hein, Vous êtes inquiets tous les deux, votre avis personnel par rapport à ça? On a entendu tout à l'heure, j'étais très pessimiste, j'ai entendu, mais est-ce que vous êtes inquiet? Il y a une accélération à votre avis de cette dégradation quand vous dites que c'est mince, etc. On observe dans certains domaines. Vous prenez par exemple Madagascar, il y a plus que 20% de surface boisée. Dans les premières images des premiers vols d'astronautes il y a 50 ans, c'était 80% de surface boisée. Bon, là on connaît la cause. Hein. Mais moi je suis d'une nature optimiste et je pense que l'homme est suffisamment, j'espère et j'ose espérer et je le crois, que l'espèce humaine est suffisamment intelligente pour savoir réagir à temps. Mais c'est vrai qu'on s'approche du mur, donc... On s'approche du mur, Thomas? Oui, bien sûr qu'on s'approche du mur, mais c'est pas nous qui le disons, hein, c'est la science qui le dit, et la science a tendance à... Vous êtes des scientifiques, on vous écoute attentivement. Bien sûr, non mais la science a raison, il faut la croire. Hein. Ouais, en même temps, comme dit Jean-François, moi un effet de cette mission spatiale, ça m'a quand même donné une sacrée confiance dans l'être humain, quelque part, parce que d'être capable d'imaginer ce truc complètement incroyable, qui est une station spatiale qui est grande comme un terrain de foot, hein, qui est le truc le plus complexe qui ait jamais été fait de main de l'homme, à part peut-être le LHC au CERN, l'accélérateur de particules, et encore, je suis pas sûr. Mais de l'avoir fait en coopération internationale, avec des gens qui parlent pas la même langue, qui sont aux quatre coins du monde, en bonne intelligence, pour des fins pacifiques, et d'avoir réussi à faire marcher ce truc-là, et le faire marcher tous les jours, à tel point que les gens ont l'impression que c'est facile, alors que c'est le truc le plus difficile du monde. Si l'espèce humaine arrive à faire des choses comme ça veut dire qu'on n'est quand même pas complètement nul. Et que, a priori, quand on se donne du mal et quand on tire à peu près dans le bon sens, il se passe des belles choses. Donc voilà, il suffit d'adapter cette énergie-là, de la canaliser, d'essayer d'en faire quelque chose. Et puis c'est pour ça que voilà, il faut expliquer, c'est le premier pas du boulot, mais c'est peut-être pas le plus important. Hein. Il faut sensibiliser les gens. Après, il faut faire quelque chose. Il faut que tout le monde s'investisse. Il faut lancer des projets. Il y en a plein à tous les niveaux. Hein. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité de tout. Il faut quand même que je dise pourquoi je suis un peu jaloux de mes collègues qui ont fait des vols de longue durée. Là, on disait tout à l'heure. C'est que c'est peut-être pas encore impossible. Non, c'est pas impossible. Non, je désespère pas. Vous savez, John Glenn. Vous souhaitez voyager tous les deux là vers Mars. Si je vole au même âge que John Glenn, c'est 2035 hein, pour mon prochain vol spatial. Ah. Il a volé dans sa 78e année. Mais quand je suis arrivé à bord de Mir, j'ai senti que c'était une maison. La navette spatiale, c'est un atelier de travail. Et on dort à la bonne franquette comme ça, quelque part au plafond, alors qu'ils ont quand même une chambre à coucher mais qui est limitée. Mais j'ai senti que une station spatiale, c'est une maison, et on peut intellectuellement arriver à se dire que je suis chez moi dans ma résidence principale, ce qui n'est pas le cas dans un petit vaisseau comme la navette. Et l'autre raison, c'est que vous rencontrez des collègues comme Thomas qui ont volé plusieurs mois, ils ont volé plusieurs fois au-dessus de n'importe quel coin de terre, sans nuages. Il n'y a pas un endroit sur Terre qui n'est pas survolé plusieurs fois, 2 jours, avec un moment où il n'y avait pas de nuages. Et s'ils s'intéressent à la Terre, ils finissent par l'apprendre par cœur. J'ai connu des Russes, et je suis sûr Thomas, on peut faire le test. Vous leur montrez une photo de n'importe quel endroit sur Terre,
Ils vous disent où c'est. J'y suis passé, ils disent en plus. Non, ils disent comment ça s'appelle, où ça se trouve. Ils connaissent visuellement la Terre par cœur. Mon père était pilote de chasse, et quand il faisait beau au-dessus de la France, il disait, je ne sors pas ma carte. Il connaissait la France par cœur, le moindre village, le moindre embouchure, fleuve, rivière. Et l'astronaute, c'est la même chose, mais à l'échelle du globe. Et ça, c'est mon fantasme d'astronaute, c'est apprendre ma planète On par prend cœur. le pari l'année prochaine, Jean-François sera toujours président, on fera un quiz pour les astronautes, et on leur demandera où c'est. Voilà. Un petit mot justement sur la photo. Le nombre de litres dans les propulseurs du Soyouz aussi. Ah, on va mettre ça dans le quiz aussi. J'ai noté. On s'en rappellera. Il a une mémoire redoutable. Dans les tests, je sais pas, on n'est pas entré là-dedans, mais il y a des gens qui vous énumèrent des chiffres, il faut d'un seul coup les dire à l'envers. Ça fait penser à un calcul. Et il paraît qu'ils excellent tous les deux là-dedans, moi ça m'impressionne. Un calcul intéressant sur la puissance phénoménale, la débauche d'énergie dont parlait Thomas. Si on multiplie la poussée par la vitesse. Attendez, allez doucement, parce qu'on va l'enfer. Quand on multiplie la poussée, vous savez, la poussée c'est ce qui fait qu'on monte, et bien sûr il faut qu'elle soit plus grande que le poids, sinon si on n'exerce pas une force vers le haut plus forte que le poids, on ne monte pas. Mais quand on multiplie la poussée par la vitesse, en physique, on obtient la puissance en watts. Eh bien, pour les lanceurs dans les vols habités, on arrive à un pic à un moment donné de 45 gigawatts. Pour vous donner une idée, 45 gigawatts, c'est la puissance en ce moment électrique installée pour la France entière en électricité, tous utilisateurs confondus. Vous prenez aujourd'hui la consommation de tous les TGV, toutes les usines, tous les particuliers chez eux, aujourd'hui en France, qui mettent leur four électrique, etc., c'est de l'ordre de 40, 45, 50 gigawatts. Ça veut dire que si on pouvait convertir en électricité l'intégralité de la puissance mécanique développée par les lanceurs, dont on a parlé tout à l'heure, là, on avait les spécialistes des lanceurs, ce sont des spécialistes des débauches d'énergie hallucinantes. On pourrait satisfaire la demande de la France entière en électricité. Bon, c'est théorique, hein, on ne sait pas changer d'électricité, de l'énergie mécanique en énergie électrique intégralement, mais ça vous donne une idée de ce truc dingue, comme disait Thomas tout à l'heure. Moi, vous m'avez perdu depuis 30 secondes. Alors, et encore, on ne l'a pas calculé en chevaux, parce que quand on peut calculer en chevaux, c'est encore plus impressionnant. D'accord, Andine et tout ça, on va arrêter là. Moi, je voulais revenir sur la force de vos témoignages. Je vous ai dit tous les deux, nous sommes des observateurs. Jean-François, quand même, lui, il avait une force en plus de vous, et vous y êtes pour rien, lui non plus. C'est qu'il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés entre les deux voyages, et ça, c'est une révolution totale. Tout à l'heure, je crois que c'est M. Duprat, qui disait qu'il avait vu dans les yeux des enfants dans une classe à Bordeaux, ou dans la métropole, en tout cas, Thomas leur parlait. Ces moyens de communication aujourd'hui, vous avez été très brillants, enfin, vous et l'agence européenne, ils ont distillé des photos, on le sait maintenant, qui étaient prises par vous, quelquefois en séquence, et qui ont recevait nous 3, 4 jours, peut-être 10 jours, j'en sais rien, mais peu importe, j'ai envie de dire, puisque vous savez que vous tourniez autour, ça a eu un effet monumental. Il n'y a personne, je pense, dans cette salle qui n'a pas en souvenir une de ces photos. Ces photos sont des œuvres de militants, j'ai envie de dire. Vous disiez, ils sont capables de reconnaître la Terre, mais nous, on est fiers de la voir comme ça, on a envie de la protéger, du coup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de la photographier ? C'était... alors déjà, je ne suis pas du tout la première personne à avoir utilisé les réseaux sociaux à bord de la station spatiale. Hein. Ça a commencé vraiment en 2011, cette histoire. Oui, mais je parle de français, moi. Oui, voilà. En France, voilà. Il y a un effet franco-français. Parce qu'en 2008, ça n'existait pas, malheureusement. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de voler à une époque où ça existe. Et puis au début, quand je suis monté dans la station spatiale, encore une fois, ça ne fait pas partie des objectifs scientifiques d'une mission de communiquer sur les réseaux sociaux. On est aidé à le faire si on a envie de le faire, mais c'est purement optionnel. Il y a des gens qui choisissent de ne pas le faire pour se concentrer sur autre chose. Ça prend quand même du temps, ça prend 2-3 heures par jour, hein, cette histoire, mine de rien. Donc je suis très content de l'avoir fait, mais ça me faisait des journées un peu longues. Merci. Donc au début, avec plaisir, mais au début, en fait, je ne savais pas à quoi allait ressembler la Terre. Enfin, j'avais vu des photos, mais c'est pas la même chose de le voir en vrai. Puis surtout, je ne savais pas si j'allais être capable de faire des bonnes photos. On a un peu de formation en photo, on utilise les appareils, mais c'est tellement un contexte différent. On ne peut pas se préparer sur Terre à la photo spatiale, c'est hyper difficile. Donc il faut apprendre sur le tas, faut dédier du temps, il faut rater énormément de photos, parce que moi j'en ai fait 85 000, mais j'en ai posté... On les passe à partir de 20h jusqu'à demain matin. Une par une. J'en ai posté que 2500 à peu près sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que tout le reste était raté, mais il y en a quand même un bon 50% facile qui sont ratés, et surtout au début de la mission. Ça s'est pas trop vu parce qu'on a posté que les biens, mais moi je le sais, quand je regarde mes photos de début de mission, je sais qu'elles sont pas terribles et que celles de la fin de mission sont beaucoup mieux, ou alors que je prends des choses à la fin de la mission qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en photo. Le résultat est à peu près le même pour quelqu'un qui est sur Terre, mais moi je sais qu'elle est beaucoup plus difficile à prendre et que j'étais pas capable de la prendre au début. Donc j'ai pris goût.
Je m'y suis intéressé, j'ai dédié beaucoup de temps. Encore une fois, la chance d'une mission longue, c'est qu'on a des soirées, qu'on a des dimanches et qu'on est... On peut pas sortir. On peut pas sortir, donc il n'y a pas des masses de choses à faire. Donc j'y ai passé beaucoup de temps et puis je me suis pris au jeu vraiment. J'ai été aidé au sol par des gens de l'agence spatiale. Moi, j'envoyais mes clichés par mail avec les légendes, et puis les gens les traduisaient pour moi parfois, parce que parfois j'écrivais en anglais, parfois en français. Les gens les postaient à des moments de la journée, parce que moi, je pouvais pas mettre 5 ou 6 posts par jour, ça, c'est pas possible. Moi, j'y passais 2-3 heures le soir par email, et ensuite, les gens les répartissaient pendant la journée. Mais voilà, c'était devenu un peu une passion. Il y avait ce côté responsabilité, c'est trop chouette pour le garder pour soi, la vue de la Terre. Moi, je trouvais ça super dommage d'être dans la cupola, de dire ouais, vraiment qu'est-ce que c'est magnifique, de se graver des beaux souvenirs dans la tête, et puis de les partager avec personne. Et puis l'incompréhension des gens, elle est dingue. Avant, malheureusement, une mission de 6 mois, on voyait les gars partir, on les voyait revenir, après on voyait quelques clichés argentiques, et puis c'était assez énigmatique cette histoire-là. Alors que là, je me suis dit, autant montrer aux gens comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passe à l'extérieur, expliquer ce qu'on faisait, parler de science, parler d'environnement, et voilà. Et une chose qui m'a ému, c'est que j'ai la fille de Jean-Pierre Aigneret, qui a fait 6 mois dans la station Mir, donc exactement comme moi, mais pas avec les mêmes moyens à l'époque. Elle m'a écrit un message en me disant « Merci parce que grâce à vous, j'ai compris ce qu'avait fait mon père, qu'il avait essayé de me l'expliquer, mais je ne l'avais jamais compris. Et grâce à vous, aujourd'hui, j'ai compris ça. » Et ça m'a beaucoup touché. Jean-François, par rapport à ça, malgré votre... Est-ce qu'on est blasé ou est-ce que vous preniez plaisir à voir arriver les photos de Thomas? Ah non, jamais blasé. Ah non, c'est surtout que c'est une façon de nous amener avec lui à bord. Et tout à l'heure, on disait, nous sommes ambassadeurs de cette mission de protéger notre écosystème du vivant sur Terre. La mission numéro 1, c'est de s'adresser aux jeunes. Parce que l'avenir, ce seront les jeunes d'aujourd'hui qui le feront. Et grâce à ce travail extraordinaire de Thomas, parce qu'il y avait beaucoup de pédagogie et les tweets, les photos, les textes étaient compréhensibles par tout le monde. Pas seulement, c'était pas du langage réservé aux adultes. Des enfants qui sont au collège, même en primaire, pouvaient comprendre les photos, comprendre le texte, le message qui était associé. Et donc, ça a permis de sensibiliser plusieurs générations de jeunes personnes qui vont garder ça en tête tout le reste de leur vie. Donc c'est la chose la plus puissante en termes de performance de communication, c'est d'avoir sensibilisé les jeunes. Alors bien sûr, on est content, nous les grands, mais on va pas changer, c'est difficile de changer les habitudes des adultes. Mais sensibiliser les jeunes, vous savez, même à la maison, c'est mes enfants qui me donnent des leçons sur la façon de gérer l'eau, l'électricité, etc. Et là, pour la petite histoire, demain, vous le savez, il y a 4000 personnes, a dit M. Rambon tout à l'heure, qui seront là pour écouter Thomas Pesquet s'entretenir avec des jeunes, et on va monter un face au lecteur avec la commune, avec le centre Leclerc et Sud-Ouest. On est ravis de le faire d'ailleurs, et je peux vous assurer, on va pas se mentir, c'est pas les 14-18 ans qui sont les plus grands lecteurs de Sud-Ouest. On n'a jamais eu autant de demandes pour venir participer à une rencontre, et vous pouvez mettre qui vous voulez en face, des stars de la chanson, etc. Donc Thomas Pesquet est une star du rock'n'roll qui s'ignore, donc il nous fera un concert tout à l'heure. Plus sérieusement, puisqu'on a dit qu'on respectait les horaires ce soir et on aurait pu parler encore très longtemps, vous avez cité quelqu'un, Jean-François, en disant que si vous faites comme lui, vous pouvez encore voler à 60... John Glenn a volé à 77 ans. Alors moi j'avais pris quelqu'un d'autre, c'est pas Glenn, c'était Aldrin. Aldrin qui dit toujours, de toute façon, quand on est au sol, on pense qu'à une chose, c'est repartir. Donc j'avais une première question avant de finir, c'était, est-ce que quand on est au sol, du coup, on s'ennuie et qu'on a toujours envie, alors je vais faire un jeu de mots facile, la tête dans les étoiles, on pense qu'à ça, et est-ce qu'on pense encore qu'à ça? C'est la première question, puis après on va parler de la suite. Est-ce qu'on rêve que de ça? Est-ce qu'on se dit maintenant que je suis revenu, il faut que je reparte? Non, si on s'ennuie, c'est qu'on n'a pas réfléchi à notre rôle de terrien et à ce qu'on a envie de faire entre les entraînements et les vols. Donc c'est important d'y penser à l'avance. Et nous avons la chance tous les deux de participer à ce programme de Novespace de vol parabolique en apesanteur à bord de l'Airbus 0G pour des passagers qui viennent découvrir l'apesanteur ou pour des scientifiques. Et donc au moment où on réalise ce genre d'activité, on est à nouveau dedans, on est à nouveau dans l'espace. Et nous sommes à nouveau des opérationnels. Thomas aux commandes, il doit se concentrer comme il se concentrait comme pilote du Soyouz. Donc, en général, on aime les activités opérationnelles, c'est-à-dire utiliser sa tête et son corps pour agir. Mais
On aime bien aussi les plaisirs terrestres, il y a la musique, les concerts, le cinéma, le sport. Vous n'allez pas vous en échapper comme ça, vous pensez comme repartir, Jean-François? Ah mais vous me donnez un ticket pour repartir demain, ah. je repars tout de suite, même si c'est pour faire le plombier à bord du matin au soir, mais il n'y a pas une journée où je regarde le ciel en me disant... j'irai bien. Non, j'y suis allé et je retournerai bien. Et alors quand c'est la Lune, c'est pareil. Ouais, j'irai bien là-haut sur la Lune. Mais comme disait Thomas, la Lune, en 2030, on sera sur la Lune. Thomas, vous avez le même regard tourné vers le ciel au moins une fois par jour? Moi, mais comme Jean-François, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi la chance, au sein de l'Agence spatiale européenne, avec toutes nos activités, d'être super occupés au sol. Et ça, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est être occupé. On fait plein de projets passionnants. Donc on ne voit pas le temps passer. Moi, ça fait, vous l'avez dit tout à l'heure, 1 an que je suis revenu. Ce que je trouve dingue, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je suis revenu, mais non, ça fait déjà 1 an. Donc tout ça, ça passe très très vite, il faut faire attention. Mais le meilleur moyen de le décrire, moi je trouve, c'est que quand on est dans l'espace, on a des super pouvoirs. C'est comme être un super-héros en fait, on peut voler, on voit les choses du dessus, on peut soulever des charges hyper lourdes avec 2 doigts, etc. On est Superman, c'est une vie de Superman, ce qui est évidemment pas désagréable d'avoir des super-pouvoirs. Quand on revient au sol, on les perd. Et ce moment-là, il est difficile parce que le corps s'est habitué, on l'a dit tout à l'heure, le cerveau, on est en harmonie avec notre environnement, et là on revient au sol, et tout est très très difficile, on est écrasé par la gravité, on a des problèmes d'équilibre, on est malade, on a des vertiges, etc. Donc c'est un retour un peu brutal à la réalité, et je pense qu'on intègre un peu dans sa tête qu'il y avait cette époque fantastique où on avait des super pouvoirs, qu'on les a perdus, qu'on aimerait bien les récupérer quand même un jour. Alors justement, ça va être ma dernière question. C'est l'occasion de dire un mot sur le prédécesseur de Thomas, Léopold Hertz, c'est le précédent Français dans l'espace qui a volé il y a 10 ans, donc l'hiver 2008. Et il a un job aujourd'hui qui consiste à parler à la radio aux équipages qui travaillent sur les expériences européennes à bord de la station. Donc voilà, un type de job qui n'est pas dans l'espace, mais il y est un peu dans l'esprit, parce qu'il est presque, il vous accompagne, il te parlait aussi, il est un peu avec toi là-haut. Donc voilà le genre de job intéressant, passionnant, qui reste à faire au sol quand on n'est pas là-haut. Je vous entends Jean-François, mais j'ai l'impression que ça va moins passionner Thomas que s'il peut revoler. Donc ma question était la dernière, vous avez appris à parler le russe, l'allemand on le sait, etc. Il paraît qu'en ce moment vous apprenez à parler le chinois, pour une bonne raison. On commence à discuter, alors là quand je dis on, c'est l'Agence spatiale européenne, encore une fois, avec nos alors, partenaires, c'est un bien grand mot, mais on va dire collègues chinois, pour justement penser à la suite. En fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a un calendrier qui se met en place, la station spatiale jusqu'en 2024-25, peut-être 2028, mais à un moment on aura fait beaucoup d'expériences et on se dira que ça vaut plus la peine de la maintenir, et c'est normal. Et donc on va faire autre chose, on veut aller plus loin, on veut tourner vers la Lune, on l'a dit, on a Mars en ligne de mire. Quand je dis on, là cette fois, je ne sais pas si c'est très facile à suivre, mais là on, c'est le partenariat international qu'on a instauré pour la station spatiale. La NASA, l'ESA, les Russes, les Canadiens, les Japonais, et c'est tout pour l'instant. Mais demain, peut-être, les Chinois feront partie de ça. Ils ont des velléités d'aller dans l'espace, ils ont fait des grandes... C'est le pari que vous faites, en tout cas, vous, aujourd'hui. Pardon ? En tout cas, c'est le pari que vous faites. C'est pas un pari, c'est le pari qu'on fait sur lui, d'être le premier non-chinois à voler avec eux. Voilà. Oui, on essaiera de... On va y arriver, on va avoir de l'info, vous allez voir. Non, mais il n'y a rien de top secret, tout ça, c'est absolument open, mais on essaie de trouver un partenariat intelligent. Nous, ce qu'on fait, enfin, il faut quand même le rappeler, je ne sais pas si on l'a assez dit, mais aller dans l'espace, nous, on le fait pour les citoyens européens, l'Agence spatiale européenne. Donc la recherche qu'on fait, elle est essentiellement dédiée à la population européenne, française évidemment, mais pas que. Donc on ne va pas aller dans l'espace avec les Chinois juste pour dire on y allait, il faudrait que ça ait un sens quand même en termes d'Europe, il faudra qu'on trouve un partenariat qui est intéressant pour nous. Donc on travaille là-dessus, il ne s'agit pas juste d'aller envoyer quelqu'un, de planter un petit drapeau, et de l'agiter, de dire c'est bien, on fait plus ça maintenant dans le spatial, on fait vraiment de la recherche, du progrès, de la technologie pour les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je crois que c'était passionnant, on aurait bien prolongé ce moment magique, vous l'avez dit.